Bonjour à tous. Alors désolé pour les problèmes techniques de tout à l'heure, mais merci François pour ton laptop. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de libVLC, Videolan, donc l'association. Je vais vous parler d'open source et je vais vous parler de game dev. Merci à 42 et à François pour l'accueil. Alors, quelques mots à propos de moi. Donc ça fait depuis 2017 que je travaille avec VLC. Videolan, l'association, Videolabs, c'est une société, je vais vous en parler plus en détail. J'ai créé et je maintiens les bindings C# de libVLC, ça s'appelle libVLC Sharp. VLC Unity, l'intégration avec le moteur Unity. J'ai écrit un bouquin sur libVLC. Je maintiens le Discord communautaire sur libVLC avec plein de langages. Je vais vous en parler plus en détail. Et je fais un peu de consulting en .NET. Je suis sur Twitter et LinkedIn si vous voulez garder contact. Alors, avant de parler de game dev, je vais vous rappeler les origines de VLC, les projets de l'association, les valeurs. Je vais vous parler d'open source, je vais vous parler des licences, des problèmes de licence. Une fois qu'on aura fait ce tour-là, je vais vous parler du SDK libVLC. Donc c'est la librairie qu'on peut utiliser dans n'importe quel moteur de jeux vidéo. Les fonctionnalités, on va faire un tour. Si vous connaissez l'application VLC, vous connaissez une partie des fonctionnalités. Les API, je vais vous montrer un peu de code. On va parler portabilité, sur quelle plateforme ça fonctionne, performance, quelques soucis de licence aussi, les bindings. Et ensuite, purement libVLC dans le game dev avec Unity, Unreal, Frostbite qui est le moteur de EA Games, Minecraft et réalité augmentée, tout ce qui est HoloLens, MetaQuest, Apple Vision Pro, etc. Alors je vais vous reparler de Doom, décidément, parce que l'histoire de VLC, en fait, elle est liée à Doom. Dans les années 1993, quand Doom sort, les étudiants de l'école centrale de Paris, ils ont envie de jouer à Doom. Et le problème, c'est que, comme vous le savez, c'est un jeu multiplayer. Il faut avoir un réseau qui tient un peu la route, parce que si vous avez trop de latence, c'est injouable. À l'époque, c'est un réseau d'une architecture qu'on appelle Token Ring, où, en fait, plus il y a de gens connectés, plus c'est lent, parce que chaque message passe par les ordinateurs de chaque personne. Et donc, en journée, quand tout le monde est réveillé, c'est impossible de jouer. Donc, que faisaient les étudiants? Ils se réveillaient à 3 h du matin pour jouer toute la nuit, quand il n'y avait personne de connecté sur le réseau. Et donc, ils dormaient en cours, et donc ça commençait à poser problème. Donc, ils sont allés voir l'administration, et ils leur ont dit est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un réseau un peu plus rapide? L'administration savait très bien qui jouait, donc ils leur ont dit non, on ne peut pas vous aider. Donc, ils sont allés voir Bouygues, qui avait construit les locaux, qui leur ont dit on ne peut pas vous aider, mais allez discuter avec TF1, peut-être. Donc, ils ont discuté avec TF1. Ça, c'était donc dans les années 90. Et TF1 leur a dit alors, peut-être, mais il nous faudrait un prototype pour lire de la TV par satellite et lire des flux réseau, lire des flux vidéo sur des réseaux. Donc, si vous êtes capable de nous faire un prototype comme projet étudiant, alors on paiera pour votre infra réseau. Donc, c'est comme ça que le projet Network 2000 a été lancé. True story. En termes de nom, c'est original. Et donc, c'est un projet étudiant à la base. Donc, chaque promotion reprenait le projet et travaillait dessus. Le nom du projet, c'était Videolan, mais ça incluait plein de briques logicielles, notamment VLC, qui en était une, mais aussi VLS. Il faut savoir que VLC, c'est Videolan Client, VLS, Videolan Server. Ça n'existe plus maintenant parce que ça a été intégré dans VLC. Donc en fait, votre VLC, si vous avez VLC installé sur votre ordinateur, il faut savoir qu'il a des fonctionnalités serveur. Vous pouvez streamer de la vidéo à partir de votre VLC sur une IP. Donc cross-platform à l'époque, ça voulait dire Linux, BOS et BSD. Voilà. Open source
en 2001. Quelques semaines après que le logiciel ait été disponible en open source, il y a des contributeurs des États-Unis et en Europe qui ont rapidement porté le code sur Windows et sur macOS. Donc ça a été cross-platform depuis le début. Alors j'ai trouvé quelques images des étudiants, ça a une vingtaine d'années, je pense. Je vais vous parler notamment de ce monsieur. Ça, c'est un ancien collègue qui travaille au CEA maintenant. Et il y a encore quelques contributeurs actifs parmi les gens de la photo. Voilà. Alors, on arrive en 2009. Le projet est sorti de l'école et rentre dans Videolan, qui est donc créé en 2009. C'est une association à but non lucratif de loi 1901 basée à Paris, avec des contributeurs dans le monde entier, bien sûr, mais à l'origine, c'est à Paris. VLC, c'est le projet le plus connu de l'assaut. Il y en a d'autres. X264, vous avez probablement dû en entendre parler ou le voir quelque part, c'est l'encodeur vidéo le plus utilisé au monde. Toutes les vidéos que vous voyez en ligne sur YouTube, Netflix, Hulu, Facebook ou autres, c'est souvent encodé par X264 et c'est maintenu par l'assaut. David, c'est un projet plus récent. Ça, c'est un décodeur logiciel du format AV1 qui est écrit quasiment que en assembleur. Il y a genre 300 000 lignes de code en assembleur. C'est le plus rapide comparé aux concurrents. Google vient de l'inclure dans Android. Il ship avec Chrome, Safari, Windows et puis un peu partout. LibDVD, CSS, LibBlu-ray, c'est donc des librairies pour pouvoir lire les DVD et les Blu-ray. La Media Library, c'est un projet au-dessus de SQLite pour faire une base de données multimédia. VLC Unity, je vais vous en parler un peu plus en détail. Voilà. Alors, JB. Donc JB, c'est le monsieur qui a créé l'association Videolan. Il est encore président à l'heure actuelle. Je travaille avec lui donc, depuis 2017. Il a aussi créé Videolabs, dont je vais vous parler juste après. Faut savoir qu'il a été CTO de Shadow. Pour ceux qui ne connaissent pas, Shadow, c'était une startup de cloud gaming qui vous permettait en fait, de payer un abonnement mensuel et de louer un ordinateur surpuissant dans un data center qui était mis à jour en termes de hardware régulièrement. Et vous pouviez donc jouer à des jeux avec des hautes specs depuis votre laptop ancien. Il est aussi présent dans la communauté FFmpeg. Quelques chiffres. Donc, je crois qu'on a atteint 5 milliards de téléchargements cette année, sans compter les Linux et mobiles. On a 500 millions d'utilisateurs actifs. C'est une estimation parce qu'on ne traque pas nos utilisateurs. Il n'y a pas d'analytics, il n'y a pas de télémétrie, il n'y a rien. On ne sait pas ce que vous regardez, on ne sait pas où vous cliquez et on ne veut pas le savoir. Voilà. Il y a environ 1000 personnes qui ont contribué au projet depuis le début, une centaine annuelle. Je vais vous montrer un peu plus l'architecture en termes de code, mais en termes de chiffres. On est sur 100 000 lignes de code sur le core. C'est une architecture par plugin. C'est que du C, avec un petit peu de C++ et un petit peu d'assembleur. Si on inclut toutes les dépendances, on est à 12 millions de lignes de code. On compile toutes nos dépendances, évidemment. Alors, on participe à quelques événements pour l'open source. Donc, le FOSDEM, qui est le principal événement open source en Europe. CES Las Vegas, Linux Paris Expo, IBC, c'est du broadcast. Les VDD, c'est l'événement de l'assaut. L'année dernière, c'était à Dublin. Avant le Covid, c'était à Tokyo. Cette année, ça risque d'être en Corée du Sud. Donc, on fait des workshops techniques et on se retrouve avec toute l'assaut. FOSS Asia, c'est souvent à Singapour ou au Vietnam, c'est l'événement principal d'open source en Asie. Voilà quelques images quand on arrivait à 3 milliards en 2019. Donc ça, c'est à Las Vegas. Alors, je voulais faire une petite intervention sur le Google Summer of Code, parce qu'on a déjà eu des étudiants de 42 qui ont participé au Google Summer of Code pour Videolan. En fait, c'est un programme fait par Google qui vous paye
pour un été à contribuer à de l'open source pour l'organisation que vous choisissez. Vous pouvez aller sur le site GSOC, il y a plus de 700 organisations. Vous pouvez faire c'est en début d'année, si je ne me trompe pas, vous faites une candidature pour travailler sur tel projet, sur telle tâche. Et il y a tous les projets que vous voulez, Eclipse, Chromium, LLVM, Drupal, Wikimedia, Apache, Git, Videolan et autres. Voilà, donc c'est une expérience assez sympa, je vous invite à le faire si vous avez du temps et envie de contribuer à de l'open source. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée sur la première question? Tu as levé la main très vite, je t'écoute. Ça sentait la triche, ouais. Vas-y, je t'écoute. Oui, c'est exact. Après quelques soirées trop arrosées, ils ont commencé à collecter les plots de chantier, de circulation. Et c'est parti dans des délires avec des sports cone-ball, cône acrobatique. Et c'est resté. Et quand il a fallu choisir un icône pour le projet, ils sont restés là-dessus. Il faut savoir que c'est super comme marque, je trouve, parce que quand on me demande sur quoi je travaille et que je dis VLC, où que ce soit dans le monde, parfois les gens ils savent pas trop ce que c'est. Par contre, quand je leur dis mais si c'est le cône de chantier sur ton ordinateur, ils savent tout de suite de quoi on parle. Donc c'est super fort comme marque et c'est super improbable pour un media player. Donc c'est bien. Comment VLC est financé? Quel est le business model? Alors, il n'est pas financé. C'est une asso qui récupère des dons, mais qui n'a pas assez de donations pour payer un ingé à l'année. Donc, c'est beaucoup de contributeurs, des gens qui ont déjà un travail et qui passent du temps libre dessus. Sauf que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas quand on a 500 millions d'utilisateurs actifs d'être dépendant uniquement de contributeurs. Parce que vous allez avoir des mises à jour à faire, vous allez avoir des problèmes de sécu, vous allez avoir des bugs fixes, des features, des sociétés qui viennent vous voir avec des questions, des projets, etc. Donc en 2012, JB a créé une boîte à Paris de consulting, de customisation. On fait du bug fix, on fait des feature requests. On a travaillé notamment avec Free pour la Freebox. Il y a un VLC dedans. Et donc, ça permet de payer des développeurs VLC pour travailler à temps plein sur VLC. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des sociétés qui viennent nous voir pour fixer des bugs ou pour implémenter des nouvelles fonctionnalités. Et ça rentre dans le projet open source. Et donc, tout le monde peut en profiter. Parmi quelques clients, Electronic Arts, je vais vous en parler. Netflix, ils nous ont payé, si je ne me trompe pas, pour améliorer les performances d'un décodeur. On a fait du Rust pour Firefox. SK, c'est South Korean Telecom. C'est le principal fournisseur d'accès Internet. On travaille avec eux sur Apple TV. Intel, c'est pour tout ce qui est optimisation sur leur dernier chip. Et voilà. Alors, je voulais aussi parler rapidement de Videolan à propos de son approche de l'open source. On essaie de garder le contrôle sur la plupart de nos outils. Et quand GitHub a été racheté par Microsoft, il y a quelqu'un qui a tweeté ça sur le compte Videolan, pour expliquer notamment que, en tant qu'asso qui croit en l'open source, on essaie de garder la main sur nos outils. Et ça inclut toute cette liste d'outils qu'on maintient. Ce qui nous permet de garder le contrôle, de limiter les risques et de ne pas avoir de problème quand il y a une société qui se fait racheter et que le produit meurt. Alors, on passe sur VLC. Donc, ça supporte tous les formats principaux, les codecs, décodage matériel, logiciel sur toutes les plateformes, navigation de système et de fichiers distants, c'est la Freebox. Notamment, si vous avez un NAS à la maison, VLC va pouvoir naviguer dessus et lire des choses. Support DVD et Blu-ray. La 360, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est pas mon ordinateur. Alors,
curseur. En fait, on est sur un aigle. Et j'essaie de bouger le curseur avec, comme vous voyez, le trackpad. Avec le clavier, c'est possible aussi. Normalement, on peut zoomer et dézoomer. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer rapidement le support 360, si vous avez une caméra 360, bien sûr. Hop. Il bouge beaucoup. Voilà. On ouvre la bière aussi. Alors, je voulais faire un petit point sur la Chromecast. Pour ajouter le support Chromecast, la plupart des gens utilisent le SDK fourni par Google. Problème, avec VLC, comme on est en GPL, on est obligé d'avoir des dépendances open source. Le SDK Google n'est pas open source. Donc, on ne pouvait pas l'utiliser. En plus de ça, le support des codecs est limité. Et donc, ça ne convenait pas. Donc, ils ont reverse engineeré le SDK. On a publié notre propre SDK open source. Ça règle le problème numéro 1. Pour le problème numéro 2, il y a des gens qui vont lire des DivX dans VLC, qui vont vouloir le casser sur leur Chromecast. Ça n'a pas marché, parce que la Chromecast ne comprend pas les DivX. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on transcode en live, en H264 ou dans un autre format, pour que la Chromecast comprenne quelque chose que, de base, nativement, elle ne pourrait pas comprendre. Voilà. Portabilité, ça c'est important, notamment en gaming, mais pas que. On est sur à peu près toutes les plateformes, iOS, macOS, Apple TV. J'ai un collègue qui travaille sur Vision Pro actuellement. Ça fonctionne. Linux, tous les Android, Android Auto, Android TV, Chrome OS. Un autre projet open source qui permet de distribuer les téléchargements. On a 1 million de téléchargements par jour. On n'a pas une grosse infra. Donc, on dépend de volontaires qui mettent à notre disposition leur serveur. Et donc, on a créé un logiciel open source en Go qui permet de distribuer de manière intelligente les téléchargements en utilisant les miroirs fournis. Il y a d'autres projets open source qui l'utilisent. C'est un projet assez intéressant, donc je vous invite à regarder. Alors, la performance. Donc, au-dessus de 16 millisecondes par seconde, l'œil humain va déterminer qu'il y a un lag et qu'il y a un problème. Donc, on a des contraintes de perf qui sont assez importantes. Sur Windows, on fait du Direct 3D11 pour tout ce qui est API graphique, OpenGL partout, Metal sur Apple, Vulkan bientôt. La zéro copie GPU libvlc API, c'est ce que je vais vous montrer, parce que c'est donc une API récente, quelques années, qui est très importante, notamment pour l'intégration dans les moteurs de jeux vidéo. C'est comme ça que vous pouvez avoir une performance native à l'intérieur d'un moteur de jeux vidéo. Alors, je vous montre rapidement quelques lignes de code, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, la tête de l'API. Donc là, on a 50 lignes de code, c'est du C, c'est assez simple, c'est juste pour vous montrer en gros comment faire pour utiliser le moteur pour lire une vidéo, c'est tout. Donc, libvlc new, c'est pour loader la librairie. Vous créez ensuite un média. Un média, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un fichier en local, ça peut être un HTTP, ça peut être un fichier sur un FTP, ça peut être n'importe quoi. Ensuite, vous créez donc un media player à partir de l'instance et du média que vous avez créé. Ici, vous pouvez optionnellement release la référence. Vous lancez play et tant que ça joue, avec ça va retourner true tant que le playback est en cours. Ici, on récupère le get time et on l'affiche, minutes, secondes, millisecondes.
Ensuite, on appelle stop. Quand c'est fini, on sort de ce loop. On appelle stop, on release tout, et c'est tout. Donc ça, c'est quelques fonctions C, toutes simples. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment simple de jouer une vidéo avec libVLC. Et ça marche partout. Sur toutes les plateformes, c'est les mêmes fonctions, tout est pareil. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer rapidement l'exemple de base. Pour ce qui est de l'intégration des moteurs de jeux vidéo, en fait, dans l'exemple que je vous ai montré, juste ici, là, à cet endroit-là, on n'a pas dit à libVLC où afficher la vidéo. On ne lui a pas dit c'est sur telle fenêtre ou quoi. Donc, il va créer une fenêtre et il va afficher la vidéo dans une fenêtre qu'il a créée, parce qu'on ne lui a pas dit où l'afficher. Si vous êtes sur une appli desktop, vous pouvez normalement donner le pointeur sur la window et dire à VLC, tu affiches la vidéo ici, que ce soit une window X11 sur Linux, Mac ou une HWND sur Windows. Si vous êtes dans un jeu vidéo, ou donc dans un moteur de jeu vidéo, vous ne voulez pas afficher ça sur toute la fenêtre, parce que ça va afficher la vidéo au-dessus de tout votre jeu vidéo. Vous voulez afficher ça sur une texture. Donc il faut pouvoir récupérer des textures GPU. Parce que si vous récupérez des textures CPU, il y a une copie entre votre mémoire GPU et CPU, et c'est l'enfer. Et ça kill les perfs. Résultat des courses, on a fait une API à partir de libVLC 4, qui s'appelle libVLC Video Set Output Callbacks. Le nom n'est pas forcément charmant, mais c'est efficace. Et vous lui donnez donc un media player. Engine, c'est donc Direct 3D 11, OpenGL ou autre. Et ça, c'est des callbacks. Donc c'est des pointeurs sur fonction. Et ça vous permet en fait de vous intégrer au rendering loop de VLC et de récupérer des textures GPU. Et d'en faire ce que vous voulez, et de les afficher dans votre jeu, n'importe où. Je vais vous montrer après. Voilà. Quelques mots sur les bindings. Donc libVLC, c'est une librairie écrite en C, donc on peut discuter avec en C, mais avec un peu d'interop, on peut discuter, on peut interagir avec n'importe quel langage. Donc il y a tous ces projets-là, et d'autres, qui sont notamment dans le Discord, dont je vous ai parlé, qui gèrent l'interop entre libVLC et l'écosystème en question. Donc VLC-Kit, c'est tout ce qui est Swift, Objective-C, libVLC JNI pour Android, VLCJ pour du Java desktop, C++, Python, Go, Dart, Zig, peu importe. Je voulais dire quelques mots aussi sur le licensing. À la base, c'était donc tout en GPL. Le GPL, c'est viral. Ça veut dire que si vous utilisez une librairie en GPL dans votre jeu vidéo ou dans votre application, vous êtes obligé d'open sourcer tout votre code, ce qui pose problème. L'application VLC est en GPL. La libVLC est en LGPL, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser libVLC dans une application closed source. Vous n'êtes pas obligé d'open sourcer tout votre code. Ça a changé il y a une quinzaine d'années, si je ne me trompe pas, et ça a été très compliqué. Relicencer un logiciel qui a été fait par des centaines de personnes, c'est l'enfer, parce qu'il faut contacter tout le monde pour leur demander s'ils sont d'accord. Et s'ils ne sont pas d'accord, il faut réécrire leur code. L'enfer. Donc ça, c'est le bouquin que j'ai écrit sur libVLC. Si vous voulez en savoir plus, ça fait 200 pages. J'ai publié ça en 2022. Voilà. J'ai aussi écrit un article avec François dans Programmer. Je crois que c'était l'année dernière, si je ne me trompe pas. Alors, le game dev. J'ai quelques vidéos à vous montrer. Là, on est dans une scène Unity, assez connue, qui s'appelle Courtyard, dans laquelle on a intégré libVLC, donc c'est VLC pour Unity, qui joue sur des textures, donc les sphères qui bougent, et la texture triangulaire avec les reflets dans l'eau.
Donc tout ça, c'est décodé en GPU. J'ai trouvé sur GitHub des gens qui ont intégré libVLC à Minecraft. Donc il y a je crois que le FPS c'est 30-40 frames par seconde, donc c'est pas ouf, mais pour Minecraft c'est pas mal. Et donc ça fonctionne assez bien. Il y a du son normalement, mais le son marche aussi, pour info. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ok. Alors, cas d'usage. La pub. RTSP, c'est un protocole qui est souvent utilisé par les caméras de surveillance, mais pas que. RTMP, c'est du Twitch. Je vais vous en reparler avec Electronic Arts, Vidéo 360, HTTP, live streaming, tout ce qui est VR, les gens qui veulent regarder un film avec leur Vision Pro ou leur HoloLens. Le décodage matériel, on a eu un client qui avait des problèmes parce qu'il utilisait des vidéos avec de la transparence et ça posait des soucis de performance sur des vieux devices. Et donc, il est venu nous voir pour améliorer ça. Vue mosaïque, vous pouvez avoir plusieurs media players. L'exemple que je vous ai montré de 50 lignes de code, il y a un media player. Vous pouvez en avoir 4 ou 5 qui affichent 4 ou 5 vidéos en parallèle. Donc VLC pour Unity. L'asset VLC pour Unity, il est composé de 3 briques. Le moteur libVLC, donc écrit en C. Les bindings C#, parce que quand on fait du Unity, souvent on fait du C#. Et donc, pour interagir avec la lib, vous pouvez utiliser libVLC Sharp qui s'occupe de toute l'interopérabilité, le marshalling avec les fonctions C. On a un petit bout de C++ qui permet en fait d'implémenter la fonction setOutputCallback que je vous ai montré. On a décidé de l'implémenter en C++ pour optimiser au maximum la performance. On aurait pu le faire en C#, évidemment, mais comme elle est appelée dans un hot loop, beaucoup, il y a un petit peu moins de perf en C# que si on fait ça en C++. Les plateformes, ça marche partout. Windows, UWP, donc Xbox, via ARM64, Android, et donc MetaQuest, iOS, via Metal, en ARM64, et les macOS Apple Silicon aussi. Voilà une scène basique en 3D de petit cinéma. Voilà un screenshot de l'éditeur VLC Unity avec une scène Canvas où on a implémenté quelques petits contrôles de base, le play, le stop, la sigbar, les pistes audio, vidéo et le volume. Donc ça ressemble à ça. Alors, quelques mots sur le Unity Store, sur lequel on était présent depuis 2019, sauf que l'année dernière, j'ai reçu un mail de Unity qui nous a dit qu'ils avaient enlevé tous nos assets et qu'on n'était plus les bienvenus. Donc, on a essayé de discuter avec eux pendant plusieurs mois. C'était laborieux. La raison, c'est qu'on utilise du LGPL et que le LGPL, c'est interdit sur le store Unity, sans explication. Et on n'était pas les seuls à l'utiliser, mais on est les seuls à être bannis. Voilà, donc ça c'était intéressant, surtout que Unity eux-mêmes utilisent du LGPL pour builder Unity, mais bon, c'est indépendant. Il y a eu un thread Hacker News que je mets là, parce que c'est assez drôle.
il y a l'auteur original de la licence LGPL qui est venu commenter dans le thread. Donc c'était assez marrant. Et il y a eu tout un débat sur les App Store. On a pas mal de soucis avec les App Store, notamment le Play Store de Google, où on a du mal de discuter avec eux, parce que c'est dur juste d'avoir quelqu'un, mais en plus de ça, c'est compliqué. Donc, on a créé le Video Lab Store pour pouvoir distribuer les assets. En fait, quand on s'est fait sortir de l'Unity Store, il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant comment on fait pour avoir les mises à jour, qu'est-ce qui se passe. Résultat des courses, on a créé notre petit store, qui est vraiment juste 2 pages web. On vend les binaires. Donc, en termes de business model, c'est un peu original, mais tout est open source. Les 3 briques logicielles que je vous ai montrées dans la première slide, le moteur, le C# et libVLC plugin Unity, tout open source, n'importe qui peut tout builder et tout utiliser gratuitement. Sauf qu'il y a plein de sociétés qui n'ont pas le temps ou pas les compétences pour compiler ça. Donc on leur vend 100 $ les binaires déjà compilés. On essaie aussi de vendre du support, de la customisation, du consulting et développer des fonctionnalités, que ce soit dans VLC Unity ou dans VLC, pour qu'après tout le monde puisse en profiter. Donc c'est un des business models qu'on explore avec Video Labs. On a aussi donc une version web player, licence commerciale, en plus de la licence open source. Unreal, je vais vous en parler. EA Games. Alors, EA Games, ils utilisent un autre moteur, ils utilisent Frostbite. Le moteur Frostbite, il a été utilisé pour tout ça et d'autres choses. Et ils sont venus nous voir parce qu'ils avaient des besoins vidéo, notamment de la lecture HLS adaptive low latency, pour un live stream Twitch au-dessus du gameplay. Ça donne ça, en gros. Ça, c'est du FIFA 2022, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc en travaillant avec eux, par exemple, eux, ils ont eu des besoins PlayStation. Et en fait, on n'avait jamais intégré VLC à la PlayStation. Donc, en travaillant avec EA Games, on a pu porter VLC sur la PlayStation. La Xbox, on l'avait déjà, mais on utilisait un autre SDK. Là, on utilise le GDK. Direct 3D 12, je crois que c'était nouveau aussi. On n'était que en Direct 3D 9, Direct 3D 11. Gestion custom des métadatas. Alors, par exemple, le serveur FIFA, il peut envoyer dans le flux vidéo des métadatas custom, comme notamment la localisation de la personne qui visionne le stream. Et donc, il a fallu, côté client, écrire un peu de code pour pouvoir récupérer et lire ces métadatas custom pour, par exemple, switcher les sous-titres sur la bonne langue de la localisation de l'utilisateur. Côté Unreal, on a eu un client qui avait des requirements un peu spéciaux sur des scènes 3D complexes, sur des devices low cost. Donc on a intégré VLC à Unreal aussi. En fait, Godot, n'importe quel moteur pourra s'intégrer sans problème à VLC. Alors, il y a un autre projet dont je voulais vous parler, Kyber. Kyber, ça me ramène à Shadow, la startup dont je vous ai parlé qui faisait du cloud gaming. C'est une technologie qui est inspirée de ça, qui est basée sur FFmpeg et libVLC, qui permet de contrôler et de streamer des machines à distance. C'est cross-platform, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur du Trackmania. À droite, vous avez un Trackmania, et à gauche, vous avez un VLC. Un VLC qui récupère les événements gamepad, et clavier, et autres. On est sur du 16 millisecondes, 16-17 millisecondes de latence.
pour vous donner une idée, Zoom, c'est du 100-200 millisecondes. C'est assez difficile de voir la différence. Counter-Strike, sur macOS. On est sur Linux. Android. Web. À gauche, si je ne me trompe pas, vous avez un Chrome. Donc tout est en WebAssembly. Là, on a un peu plus de latence parce qu'il y a le compositeur Chrome. Donc ça prend un peu plus de temps à afficher la frame, mais pas beaucoup plus. Bon, c'est plus facile quand l'autre ne joue pas. Donc, cas d'usage cloud gaming, contrôle de robots médical, industriel, contrôle de drones, où il faut de la super basse latence, sinon c'est vraiment compliqué. Et remote desktop, il y a plein de cas d'usage possibles. Ça, c'est le dernier projet qui vient de sortir, qui utilise donc Kyber. C'est du test de démo de jeux vidéo. Si vous avez envie d'acheter un jeu vidéo, vous avez envie de l'essayer avant, avec Playruo, par exemple, vous sélectionnez le jeu dans votre navigateur et vous avez 15 minutes pour jouer dessus, sans rien installer, directement dans votre navigateur. Et donc derrière, il y a une machine qui est lancée dans un data center et qui stream le jeu. Voilà. Remerciements. Merci à François, merci à 42, et puis merci à vous. J'ai des petits goodies ici, si vous voulez, et je ne sais pas si on a le temps pour des questions. 2-3 minutes. Je te redonne un micro peut-être aussi. Yes. Alors, hop, je te l'allume. Peut-être là, non? Ouais. Oui, il s'allume pour. Ouais, on va essayer celui-là. Lui, il est. Non, décidément. Ah, bah alors. Non, le hardware aujourd'hui, ça marche pas. Pourtant, il est en vert. Ouais. Oh. Bon, bah, décidément. Hein. Oui, parce que je ne l'ai pas allumé. Je suis pas très manuel en fait. Enfin, ça m'appelle une blague, ça, mais je ne la ferai pas. On a le temps pour une ou deux questions, le temps qu'on change de speaker. Voilà. Donc pour les amateurs de Delphi, parce qu'on a encore le seul développeur Delphi encore en France, ou presque le seul alors. Hein. Allez, on a le temps pour une ou deux questions. Hop. Là-bas, et toi après? Non? Ouais. Bah, je fais d'abord le fond et puis après je reviens devant. Je te laisse la place. Ouais, salut. Super VLC, j'en profite que j'ai un homme plot pour 3 petits points. Est-ce que ce serait possible, par exemple, d'avoir le gros plan de la lecture qui dure plus longtemps et qui est en plus gros? Est-ce que ce serait possible de faire comme dans Gom Player, que ça lise les épisodes d'une série, par exemple, les uns après les autres? Et en troisième point, est-ce que ce serait possible que ça garde la langue et le son entre les épisodes, par exemple? Et un dernier point bonus, est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de easter eggs qui sont cachés dedans? Et est-ce que oui, tu les connais? Est-ce qu'on peut les voir? Voilà. J'ai pas entendu ta dernière question. À ce qui paraît, il y a des easter eggs
cachés dans VLC, beaucoup, mais Ah oui, 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 il y en c'est a. vrai. Oui, il y en a. Est-ce qu'on pourrait en voir quelques-uns, si tu les connais? Je n'ai pas la setup pour ça, là. Mais, Ok. mais oui. Voilà, merci. Allez. La deuxième question, et ensuite, c'est d'abord là, et puis après, je reviens après. Bonjour. Moi, c'était plutôt par rapport à Kyber. Est-ce que c'est accessible pour tout le monde actuellement? Non, pas encore, mais ça va être open source, donc ça le sera. Actuellement, c'est pas encore open sourcé, mais c'est totalement prévu que ça soit open source, et donc ça sera accessible. Oui. Oui, donc moi je voulais savoir en fait quelles étaient les sources de revenus, on va dire, de VLC. Est-ce qu'il y avait du sponsoring ou des subventions même, peut-être de la part d'organismes publics? Parce que c'est énorme en fait comme boulot et je me dis des bénévoles ils peuvent pas faire ça et leur travail quoi. Oui. Alors, on a des donations sur mobile, notamment, je crois, iOS, on a implémenté ça récemment. Je crois qu'il y a le gouvernement allemand qui a fait un chèque récemment pour FFmpeg, mais il y a franchement assez peu d'aide. Netflix, YouTube, etc., ils utilisent énormément et ils contribuent pas tant que ça. Donc, ça repose beaucoup sur le volontariat et oui, il y a beaucoup de travail et ça reste une petite équipe. Donc, ouais, c'est compliqué. Allez, on a peut-être le temps pour une question, ou c'est bon pour toi? Ouais. Allez, une toute petite question, pas plus. Au fond? J'aurais une question concernant la partie web. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que VLC a pu faire, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'utiliser, je ne sais pas trop, mais une fonctionnalité de VLC pour, par exemple, créer une appli qui permet de travailler de la vidéo, mais depuis le navigateur, utiliser quelque chose en VLC pour décoder, faire la partie décodage, et en utilisant directement le silicone de la machine? Oui. Ok. Oui, on a une version WebAssembly qui est disponible. C'est ce que vous avez présenté au dernier, le dernier, j'ai vu. Ok. Ouais, je vais te donner une URL, tu pourras lire une vidéo dans ton navigateur Ok. via VLC Wasm. Ok. Vous connaissez un peu Chrome Connect? Pardon? Vous connaissez un peu ce que ils ont, Chrome a sorti, Chrome Connect, je pense, l'utiliser en même temps, le connecter en même temps avec VLC pour pouvoir à la fois utiliser le silicone sur la machine. Ouais. Ok. Ouais, c'est possible. Ok. C'est bon? Merci à toi, Martin. J'espère que ça vous a plu. Allez, encore un petit peu de patience.